Bon, je vous rassure, effectivement, nous n'allons pas du tout aborder le dernier point de l'intervention de Bernard Goriot. Et ça, je pense que le débat serait beaucoup trop vif et beaucoup trop animé pour que nous puissions rester dans un temps limité. En revanche, bon, je tiens à remercier nos différents intervenants. Vous en connaissez déjà deux, hein. Alexandre Daudeville, qui est intervenu ce matin déjà, et Monsieur Coët, qui est directeur du travail, qui est déjà intervenu. Eh bien, il y a quand même un nouveau, et ce nouveau, c'est Hénard Didier. Nous allons aborder essentiellement trois thèmes. Le premier thème, c'est le thème des autorisations de l'inspection du travail, des autorisations notamment en matière de licenciement ou de transfert. Et c'est Hénard Dandinier qui va prendre la parole le premier, parce que c'est la première fois qu'on l'entend. Ensuite, nous aurons Alexandre Daudeville, avec qui nous allons échanger sur les homologations et les validations, soit des ruptures conventionnelles individuelles, soit des PSE ou des ruptures conventionnelles collectives. Et puis, en troisième lieu, comme nous avons la chance d'avoir un directeur du travail qui a exercé pendant longtemps comme inspecteur du travail, nous allons aborder plutôt les décisions qui ont été évoquées par Bernard Goriot concernant justement le fonctionnement quotidien de l'entreprise et la possibilité d'arrêter une machine, etc. Est-ce que ça arrive vraiment ? Et dans quelles conditions cette intervention peut intervenir ? Voilà. Donc je pense qu'on va, sans plus tarder, commencer par Hénard Dandinier, qui va nous parler des autorisations. Merci beaucoup, Joël Granger. Et je voulais vous parler d'abord du sujet de la compétence territoriale de l'inspecteur du travail, qui doit rendre donc une décision d'autorisation ou non de licenciement. Le Code du travail nous dit que quand il s'agit d'un licenciement pour motif personnel, c'est assez simple. Il faut identifier le lieu de travail principal du salarié, avec des précisions d'ailleurs très utiles dans le guide de la Direction générale du travail sur la rupture du contrat de travail des salariés protégés. Et de manière un peu parfois plus délicate, le licenciement pour motif économique ou d'autres types de demandes d'autorisation, par exemple le transfert du salarié protégé qui a été évoqué aussi, où là, il faut identifier un établissement doté d'un comité social et économique d'établissement, ou, précise le guide DGT, un établissement qui a une autonomie de gestion suffisante. Le sujet que je trouvais intéressant d'aborder sous le contrôle de Joël Granger, c'était celui du droit à l'erreur, puisque je vous soumets un cas concret très pratique que j'ai eu à traiter récemment. Une entreprise dont le siège est à Paris, qui a un CSE unique à Paris et qui a des sites un peu partout, dont un site à Lyon. Ce site à Lyon a une autonomie de gestion très claire en matière de gestion du personnel, recrutement, durée du travail, etc. Et donc, pour le cas du transfert d'un salarié protégé sur ce site de Lyon, nous avons saisi l'inspecteur de Lyon. Et l'inspecteur de Lyon s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé à l'inspecteur de Paris. Donc il n'était pas d'accord avec nous. Et est-ce que ça pose un problème ? Non. Et là, je vous renvoie au Code des relations entre le public et l'administration qui nous dit pas de difficulté. Le mauvais inspecteur, celui qui sait s'y mettre le mauvais inspecteur, renvoie au bon. Le bon tranche. Et en l'occurrence, on a eu l'autorisation. Donc voilà, c'était pour dédramatiser un peu cette question, mais qui se pose, je crois, assez régulièrement quand même. Oui, oui, tout à fait. C'est une question qui se pose assez régulièrement. Quand il y a des comités d'établissement, effectivement, généralement, il n'y a pas de difficulté. Mais quand il n'y a pas de comité d'établissement, la notion de l'autonomie de gestion suffisante de la localité est une vraie difficulté. Et là, je vous entendais dire ce matin que tous vos collègues sont très volontaristes, comme vous. Mais parfois, quand même, si on a la possibilité de se déclarer incompétent, c'est quand même une bonne solution. Hein. On n'a pas à motiver sa décision, etc. Mais le problème, c'est que ça n'est, effectivement, on n'est pas prescrit. Hein. Ouais. Bon, ça, d'accord, on n'est pas forclos. Mais néanmoins, on perd bien un mois et demi dans l'aventure, sachant que objectivement, il n'y a pas des critères très précis qui permettent de déterminer si on considère que l'établissement a suffisamment d'autonomie de gestion. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé effectivement que ce point méritait d'être souligné. Et on peut passer au suivant.
Bon, alors un autre sujet qui est celui de la mise à pied conservatoire. Alors, mise à pied conservatoire, voilà l'hypothèse. Un salarié protégé qui a commis des actes de violence et dont on envisage le licenciement, il est mis à pied à titre conservatoire. Vous savez que le Code du travail impose des délais très précis, très stricts pour mener la procédure spéciale de licenciement. Un délai de 10 jours entre la mise à pied et la consultation du CSE et un délai de 48 heures entre la consultation du CSE et la demande d'autorisation de licenciement. Est-ce que ce sont des délais qui sont prévus à peine de nullité? Non. Est-ce qu'il faut quand même respecter les délais? Oui, parce que vous regardez la jurisprudence du Conseil d'État, elle est extrêmement sévère sur ce point. Il y a beaucoup d'arrêts sur la question. Pour vous dire que, par exemple, un dépassement de ces délais de 10 jours, eh bien, l'autorisation ne peut pas être délivrée ou doit être annulée si elle a été délivrée. Plus récemment, un dépassement de 29 jours, dont on peut considérer que c'est un dépassement important, mais qui était lié à l'organisation des élections professionnelles. Le Conseil d'État nous dit qu'il faut annuler l'autorisation. L'autorisation n'aurait pas dû être délivrée. Et on trouve quelques arrêts qui acceptent de légers dépassements, mais ce sont des dépassements très courts, de quelques jours. J'ai un exemple très précis d'un des arrêts les plus récents sur le sujet. Un retard de 5 jours, d'accord, mais il faut des contraintes d'agenda qui soient justifiées avec des pièces. J'ai été confronté au cas précis d'un salarié protégé violent, avec des actes violents, des témoins, et on a fait cette... alors c'est pas moi je suis arrivé après, j'étais l'inspecteur des travaux finis en l'occurrence dans ce dossier, mais ils ont fait cette procédure spéciale de licenciement avec mise à pied conservatoire, et ils ont traîné. Il y a 20 jours à peu près qui ont été perdus par rapport au délai imposé par le Code du travail. L'inspecteur a quand même autorisé. Et je pense qu'il a autorisé parce qu'il a considéré que les faits étaient trop graves pour que le salarié reste dans l'entreprise. Et effectivement, les faits étaient très graves. Eh ben, on est 1 an et demi plus tard, c'était précisément il y a 2 mois. Le tribunal administratif de Paris a annulé l'autorisation de licenciement. Et vous savez que la conséquence dans ce cas-là, c'est la réintégration du salarié qu'il a demandé et le paiement de l'indemnité d'éviction, sachant que les délais d'audiencement au théâtre Paris, c'est à peu près 1 an et demi, je dis ça de tête. Donc, il a fallu payer. On est en train de se disputer pour savoir combien on doit lui payer, mais il va falloir lui payer en gros 1 an et demi de salaire. Bon. Donc, voilà. Si on fait une mise à pied conservatoire, il faut être sûr de soi et il faut respecter les délais, à mon avis, vraiment les respecter. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Ou alors, mais Pierre Rabin n'est plus là, on pourrait peut-être faire évoluer un peu les textes sur le sujet. Parce que, franchement, c'est un peu ridicule. Effectivement, il y a une très grande incertitude sur le point de savoir si, une fois qu'on n'a pas respecté les délais, on n'a pas effectivement ce risque d'annulation. 1 an et demi, vous avez de la chance, vous avez été annulé après le tribunal administratif, vous auriez pu l'être à l'échelon suivant, c'est-à-dire 3 ans et demi après, et vous auriez dû les 3 ans et demi de salaire. Donc, c'est vrai que sur ce point-là, c'est quand même une difficulté pratique qui est d'ailleurs un peu générale aux autorisations de licenciement, c'est-à-dire que les textes sont assez rigoureux et les recours administratifs sont très longs. Et ces recours administratifs, s'ils sont empruntés avec succès, ont des conséquences financières extrêmement lourdes. Donc, voilà. Je suis d'accord, d'autant plus qu'ici, l'autorisation de l'inspecteur était sur le fond évidemment fondée. Et les conséquences de ce non-respect des délais sont faramineuses par rapport à la réalité des faits. Donc voilà. Mais c'est l'application mécanique de la jurisprudence du Conseil d'État sur ce sujet-là. Un peu dans le même ordre d'idées, donc sur le terrain du licenciement disciplinaire, je voulais, si vous le voulez bien, aborder aussi la question de l'enquête interne. Et le sujet ici est le suivant. Vous avez un salarié protégé qui est visé par un signalement interne, harcèlement moral. L'employeur diligente une enquête, une bonne enquête. Il entend un certain nombre de salariés, des auditions. Et in fine, l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement puisqu'il nous reproche alors un certain nombre de choses sur la qualité des auditions qui ne seraient pas suffisamment circonstanciées. Donc là, le reproche s'entend. Mais aussi le fait de ne pas avoir donné accès aux salariés protégés aux auditions avant la saisine de l'inspection du travail, au nom, nous disait l'inspecteur du travail, des droits de la défense. Alors, j'étais pas d'accord avec l'inspecteur, et donc,
plutôt que de faire un recours contre ces décisions, on a recommencé tout à zéro. Et d'ailleurs, on a fini par avoir l'autorisation la deuxième fois. Mais pour remettre le sujet sur la table de l'enquête interne et de la question de l'accès aux auditions du salarié concerné, en l'occurrence le salarié protégé ici, si vous voulez bien, il y a les 4 temps. Il y a le stade même de l'enquête interne, où là, la jurisprudence de la Cour de cassation ici est très claire. Le salarié visé par une enquête interne n'a pas accès à l'audition, n'a pas accès aux auditions des autres salariés, au compte-rendu de l'enquête, etc. Premier temps. Deuxième temps, l'entretien préalable, là non plus. Tout salarié protégé qu'il est, comme n'importe quel salarié, il n'a pas accès, il ne peut pas demander à accéder aux auditions. Il n'y a pas d'histoire de droit de la défense à ce moment-là. On lui présente les faits, il répond, et on n'a pas à lui donner de documents particuliers. Troisième temps, on rentre un peu plus dans des éléments un peu plus précis, c'est la consultation du CSE. Et donc là, le CSE, on sait qu'il doit se prononcer en toute connaissance de cause. Traduction, il faut une note d'information écrite, bien sûr, au CSE, la plus étayée possible. Et donc, quand on dit la plus étayée possible, est-ce qu'il faut apporter des éléments sur l'enquête ? Ma position, mais qui n'est peut-être pas celle de ces messieurs autour de moi, c'est qu'il faut remettre au minimum le compte-rendu de l'enquête, puisque quand on fait une enquête interne, même si ce n'est pas formalisé spécifiquement, il faut au minimum un compte-rendu de l'enquête. En revanche, moi, je recommande à mes clients de ne pas communiquer les auditions dans le cadre de la réunion du CSE, parce que c'est confidentiel, tout à fait. Et le dernier temps, le quatrième temps, l'enquête contradictoire devant l'inspecteur du travail. Et alors là, je suis d'accord. Le droit de la défense, il y a beaucoup moins de sujets. Les auditions doivent être communiquées aux salariés, sauf, nous dit le Conseil d'État, à porter gravement préjudice à leurs auteurs. Bon, il faut porter gravement préjudice à leurs auteurs, donc il faut voir. Et puis ça, j'imagine que c'est un point à trancher avec l'inspecteur du travail directement. Mais voilà, l'idée était de dire que, à mon sens, les auditions, le salarié protégé n'y accède qu'au tout dernier moment, c'est-à-dire au moment de l'enquête contradictoire avec l'inspection du travail, même si on a pu ne pas être d'accord avec un inspecteur sur le sujet. Oui, je crois que cette question de l'enquête contradictoire, elle est capitale parce qu'elle a été beaucoup développée en faveur du salarié, mais je me permets de souligner qu'elle s'applique également à l'égard de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur peut légitimement avoir accès à l'ensemble des informations qui sont communiquées par le salarié protégé pour se défendre. Et on voit que quelquefois, ça pose des difficultés parce que l'inspecteur du travail a omis de nous envoyer les observations du salarié protégé. Et là, il ne faut pas hésiter à les demander, parce que naturellement, ça permet d'éviter cette situation qui est toujours désagréable, où finalement, on a un refus d'autorisation sur la base de points qui n'ont absolument pas été évoqués lors de l'entretien initial. Parce que ça se passe souvent de la façon suivante. On dépose une demande d'autorisation, on rencontre l'inspecteur du travail, il nous demande ses observations, il voit ensuite le salarié, à qui il demande également des observations, et puis quelquefois on a la décision. Mais il faut qu'on ait bien acté et signalé qu'on souhaitait avoir les éléments d'argumentaire déposés par le salarié, pour que le respect du contradictoire puisse être assuré. Et c'est d'autant plus important, entre guillemets, que un refus d'autorisation, on est content d'aller devant le tribunal administratif pour contester la décision parce qu'elle n'a pas respecté le contradictoire. Mais concrètement, on n'a pas avancé. Hein. On ne va pas attendre 1 an et demi. Donc c'est pour ça que c'est important de faire bien valoir ses droits à ce moment-là. Sans transition, et on verra si le dernier thème, on a le temps de l'aborder, sans transition, avec Alexandre Naudeville, on arrive aux homologations et validations. Alors d'abord, peut-être quelques anecdotes sur les homologations individuelles, peut-être, oui. Des ruptures conventionnelles. Très rapidement, parce que la rupture conventionnelle individuelle, forcément, c'est simple. Vous respectez les dates, les montants, et c'est tout. Pour un salarié protégé, effectivement, il y a une enquête contradictoire, mais il ne va aller vérifier la forme. Et puis évidemment, si le consentement, enfin le volontariat du collaborateur n'est pas vicié, c'est normal. Je me souviens d'un temps où les télé-RC étaient papier et on pouvait jouer sur les dates. Aujourd'hui, c'est plus possible. Une fois que vous rentrez dans la machine, vous lancez le compteur. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf pour un salarié protégé. Mais... Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est quand vous en avez plusieurs. Et je m'adresse aux DRH, aux avocats, aux syndicats, aux représentants de syndicats qui sont dans la salle.
Imaginez, votre PSE a été signé, validé par la DRITS, tout le monde est content, les licenciements sont notifiés, bon, et paf, quelques mois plus tard, ou années de temps en temps, le tribunal administratif annule tout pour un vice de procédure. J'imaginais les millions d'euros d'indemnité, toute la restructuration à refaire, une réputation en miettes. Bon, bah, c'est un peu ce qui est arrivé à Auchan avec le tribunal de Lille en septembre 2025, 23 septembre 2025, où finalement, bon, on va revenir dessus. Allez, alors, on est tous des experts dans cette salle, et il y a quand même des erreurs qui persistent. Alors pourquoi ? Bon, j'apprends à personne que le droit du travail français, c'est un peu un champ de mine en mouvement. En plus, si vous avez l'inspection qui valide, mais les juges qui annulent, l'État qui se déresponsabilise, donc je parle des arrêts du Conseil d'État du 19 septembre, où c'est fini la faute simple, mais place à la faute lourde. Bon, alors évidemment, pour une filiale d'un groupe étranger, les maisons mères étrangères, elles ne comprennent plus rien. Et à la fin, c'est elles qui payent, donc c'est compliqué. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, je vais vous citer juste deux exemples, deux exemples qui découlent de la pratique sur la rupture conventionnelle collective. Le volontariat, c'est vraiment la ligne rouge à ne pas franchir. Ça paraît évident, mais quand vous mettez en place une rupture conventionnelle collective et que vous avez le manager de proximité ou pire, un dirigeant qui explique que là, on ne va pas arriver au nombre, donc il va falloir que les volontaires se désignent, ou forcer un petit peu, ou conseiller à des collaborateurs de sortir, enfin de saisir la RCC. Je vous laisse imaginer quand c'est récupéré par les inspecteurs, l'inspection du travail, évidemment, la RCC un petit peu prend du poids. Et un salarié, même après, peut se dire, attendez, vous avez forcé un tel, mais moi qui étais volontaire, ou alors vous m'avez forcé, vous m'avez forcé, et apporte des éléments de preuve. Là, c'est bien compliqué. Évidemment, le travail, c'est normal, de contrôle de la DRITS, de l'inspection, c'est de rechercher les éventuelles failles pour le requalifier en licenciement. Et quand vous avez une RCC avec un nombre X, 20, peu importe, collaborateurs, place ouverte au départ, et que vous avez par-ci, par-là, dans un temps proche, des licenciements individuels qui pullulent, compliqué. Donc, c'est des choses auxquelles il faut être extrêmement rigoureux. En tout cas, pour la partie RCC, nous, au-delà des documents, on a des formulaires signés qui mentionnent et qui rappellent, alors c'est pas suffisant, mais c'est complète, qu'il prend une décision, je prends la décision, ma décision est libre et non influencée par mon employeur. Voilà, on récupère la totalité des mails, même des SMS qui peuvent corroborer cette négociation et cette demande de volontariat. Le délai de réflexion qui passe de 10 jours à 15 jours aussi. Enfin, on met en place des éléments qui justifient qu'il n'y a pas eu de pression dans ces modèles-là. La traçabilité des entretiens. On a aussi certains qui acceptent que ce soit enregistré, quand ce n'est pas eux qui l'enregistrent avec leur représentant qui les assiste. Mais bon, maintenant, l'IA permet d'avoir des comptes rendus instantanés et vous n'avez plus votre délégué syndical qui note de façon acharnée sur son cahier les propos de l'entretien. Tout est enregistré, c'est parfait. Lors d'un PSE, il y a aussi ce que j'appelle le groupe de moyens. Ça me fait penser à un iceberg. On voit une partie, mais pas la totalité des informations ou des moyens du groupe. Un PSE, c'est comme construire un gratte-ciel. Si vous avez vos fondations qui sont un peu pourries, tout risque de s'écrouler. Les fondations dans un PSE, c'est les données économiques qui justifient notamment de la réalité économique de la mise en place du PSE. Quand vous êtes une filiale française d'un groupe étranger prospère, je ne parle pas forcément de Novartis, je parle aussi de mes précédents employeurs, ce n'est pas forcément simple de justifier d'un PSE et donc d'une motif économique. Et on sait que selon le fait que vous aviez un accord signé, un accord majoritaire signé ou
même si c'est un plan B, une décision unilatérale, le contrôle de l'inspection du travail n'aura pas la même densité. Et vous avez tout intérêt à avoir des arguments solides pour expliquer que si dans le monde ça va bien, en France ça ne va pas bien. Et quand vous devez partager des informations, ne serait-ce que celles demandées par l'expert, il y a une expertise, et qu'il se voit opposer, c'est pas une information qui relève de la France, c'est pas une information qui relève, ça marche pas. Ça marche pas longtemps. Donc vous avez intérêt à trouver un terrain d'entente pour que même des données qui ne concernent pas que la France, mais qui donnent le contexte, même au niveau international, soient partagées. Même si c'est sous le sceau de la confidentialité, l'expert le donne. Mais bon, je pourrais citer des exemples aussi comme ça. Il y a des arrêts qui ont annulé, on revient à de champ, c'était à la fois le périmètre de la signature, et quand vous avez un groupe avec plein d'entités, un US, ça reste simple, des établissements distincts, des établissements par rapport à un comité central, ça reste simple. L'information consultation, oui, elle est nombreuse, elle est à multi-étages, ça prend du temps, c'est de l'argent, mais néanmoins, c'est réalisable. Le comité de groupe, une signature d'un accord au niveau d'un groupe, nous, on en signe très peu, à part les représentants du délégué. Oui, je pense qu'effectivement, ce jugement du tribunal administratif, il est quand même intéressant. Et vous avez peut-être vu d'ailleurs pour certains qu'on l'avait commenté avec Jean-Marc Imbert. Le fait qu'on ne puisse pas conclure un accord de groupe selon le tribunal administratif, c'est une vraie préoccupation pour les groupes qui ont plusieurs PSE au même moment et qui du coup se retrouvent avec des négociations qui ne sont pas forcément alignées. Et le tribunal administratif dit vous auriez pu signer un accord cadre mais pas un accord de groupe. Je dois dire que ça pose quand même beaucoup de questions. Le deuxième point sur lequel j'attirais votre attention, et vous avez raison de souligner que les fondations, c'est très important, c'est la notion de groupe en elle-même pour apprécier les moyens ou pour apprécier le périmètre du reclassement. Et si vous regardez l'analyse du tribunal administratif, elle est particulièrement extensive parce qu'elle ne se limite pas du tout à la société mère qui détient à 50%, elle ne se limite pas à la société qui désigne les administrateurs, elle repart sur le renvoi qui figure dans le texte du Code du travail sur certains articles du Code de commerce et qui vise ces articles du Code de commerce, à l'article 233-17-3 du Code de commerce, je crois, si je ne fais pas d'erreur, également les questions de contrôle conjoint. Et là, à partir du moment où on est sur des questions de contrôle conjoint, on aboutit un peu à une absurdité, parce que ça veut dire qu'on pourrait appartenir à plusieurs groupes en même temps. Alors que sur le comité de groupe, il est relativement bien établi, et la jurisprudence l'avait dit, évidemment, on peut appartenir qu'à un comité de groupe. Là, sur le motif économique, si on regarde très précisément les textes, on est quand même un petit peu embarrassé pour déterminer le périmètre. Et c'est vrai que si les juridictions administratives, les DRETS commencent à regarder ce genre de sujet, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'inconfort. Alors, dans une précédente société, on avait aussi ce sujet-là avec l'administration fiscale. Donc on a une arborescence capitalistique de l'ensemble des structures qui est presque mis à jour quotidiennement. C'est pas simple. Donc ça, au niveau de la holding, ou ce qui peut servir de holding au niveau européen, les sœurs, mais également les engagements financiers, ça peut aller même jusqu'aux garanties de trésorerie, hein, parce que vous avez et appliqué à un PSE, donc en droit social, c'est toute représentation de la société en France qui pourrait être dans la possibilité d'accepter des collaborateurs en reclassement. Alors maintenant, les outils nous permettent d'avoir en temps réel les postes disponibles, ce qui facilite. Auparavant, on avait des listes papier qui, le temps de l'impression, n'était plus à jour. Donc, ça a quand même fait des progrès parce que avant, c'était les postes de reclassement à l'étranger. Oui, alors là, c'était vraiment complètement absurde. C'était ridicule. Comme si un grand groupe multinational pouvait dire « Hello, my friend, we are currently C'était insultant même. C'était insultant. Je me souviens des discussions etc. Bon, on a des souvenirs effectivement cauchemardesques de ce type de situation à expliquer à des clients américains, comme vous le disiez, qui
avait du mal à saisir. Vous avez souligné un autre point qui est effectivement un peu surprenant, c'est que s'agissant de ces décisions enfin plutôt s'agissant de ces annulations de décisions d'homologation, de validation du PSE, le Conseil d'État effectivement considérait que c'était la faute lourde qui s'imposait, alors qu'en matière d'autorisation de l'inspection du travail, notamment de licenciement, il me semble que la responsabilité de l'État n'est pas engagée uniquement en cas de faute lourde. L'annulation de la décision d'autorisation ouvre un recours contre la décision initiale. Enfin, ouvre une demande d'indemnisation contre la décision. Donc là, il y a eu effectivement faute lourde comme ça. A priori, ça ne devrait pas arriver très souvent. Non, parce qu'avant, on pouvait espérer se retourner contre l'État si l'inspection validait un PSE illégal. Maintenant, c'est complètement, c'est une mission impossible, quoi. On pouvait imaginer que l'administration effectivement puisse être responsable si l'administration commettait une erreur. Maintenant, il faut vraiment prouver qu'un PSE est manifestement frauduleux. Voilà. Donc c'est un peu la sensation que j'ai eue, c'est alors si votre dossier est bancal, c'est de votre faute, même si je l'ai validé. C'est pas celle de l'inspection, c'est compliqué. Alors du coup, on a imaginé ce qu'on faisait déjà avec nos conseils. C'est on demandait à notre conseil de jouer l'avocat du diable, sans jeu de mots. C'est-à-dire, il pratiquait un audit interne de nos données ou de nos, comme un audit interne que pourrait faire l'expert ou que pourrait faire la DRITS, et d'aller chercher ce qui fait mal et préparer nos réponses, nos argumentations, se préparer donc à l'ensemble des objections qui pourraient intervenir de la part de l'inspection. Et ça peut aller même, je me souviens, jusqu'à... Alors il y a des postes avec des masses de postes, mais ça peut aller au poste individuel. Pourquoi un tel, monsieur, et c'est pas forcément un salarié protégé, pourquoi un tel n'a pas été reclassé? Comment se fait-il? Et voilà, on essaie d'imaginer la totalité des situations. Alors ça va parce on y met les moyens, et dans la pharma ou dans l'IT, il peut y en avoir, mais dans des entreprises comme j'ai pu avoir il y a quelques années, de transport ou de logistique, c'est pas forcément simple. Alors, et il y a une chose aussi qu'on avait et qu'on a toujours d'ailleurs, c'est un plan B systématique. C'est-à-dire, ok, c'est pas validé, on rebondit, et alors il y a la décision unilatérale bien sûr, mais on relance la consultation. Et alors on la relance d'où? Alors si on en croit la jurisprudence de juin, je vois en celle du 27 juin, je crois, 2025, on n'a pas besoin de reprendre la totalité de la procédure, surtout s'il n'y a que des erreurs substantielles. Ça peut arriver aussi. Donc on reprend là et on termine, sans respecter forcément les mêmes délais initiaux. Mais de temps en temps, vous devez recommencer tout. Et là, ça devient plus compliqué. Oui, alors ça, effectivement, moi, à titre personnel, j'ai été traumatisé par la jurisprudence Sietam, qui date de 1996, dont tout le monde se souvient, quand la Cour de cassation a dit qu'il fallait reprendre depuis le début. Alors qu'évidemment, si on avait posé la question, c'est parce que la grief qui était formulée à l'encontre de la procédure qui avait été suivie, c'était au milieu de la procédure. Évidemment, si la difficulté s'était posée dès le départ, on aurait compris qu'il fallait recommencer dès le départ. Là, il me semble quand même que le Conseil d'État, sur cette décision, est quand même plus raisonnable, puisqu'il dit il faut que ce soit quelque chose de substantiel. S'il n'y a rien de substantiel, à ce moment-là, vous pouvez effectivement reprendre en faisant une procédure raccourcie dont on ne connaît pas très bien les délais quand même. Il vaut mieux respecter. Il y avait un point sur lequel, relatif au contrôle de l'administration, sur lequel Bernard Goriot a effectivement insisté, c'est celui de la prévention des risques psychosociaux. Ça, c'est à peu près maîtrisable. Mais par contre, l'analyse anticipatrice de la charge de travail, effectivement, je pense que là-dessus, vous avez dit dans la préparation de cette table ronde
que vous trouviez ça intéressant. Je vous laisse parler et puis Alors, je vous dirai ce que j'en pense. Quand je dis intéressant, c'est une charge, c'est le cas de le dire. Mais on est presque dans la gestion prévisionnelle des emplois, si on essaie de le positiver. Vous avez aujourd'hui X emplois qui font telle activité à 100. Demain, ils seront 80. La charge de travail qui était prise par les 20 qui vont partir, qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'elle est répartie sur les autres? Est-ce qu'elle disparaît? En principe, elle disparaît. Mais comment se fait ce passage de 100 à 20? Pour ça, il faut prendre ce que chacun, j'allais dire chaque poste, chaque poste, dans une équipe, vous avez par exemple une équipe de juristes, vous avez 5 juristes, ils ne font pas tous la même chose, ils ne sont pas tous impactés, ou dans une compta, ils ne sont pas tous affectés de la même façon. Donc c'est pratiquement chaque poste individuel, quelle est la charge, de décortiquer la charge de travail de chacun et de voir ce qu'on garde, ce qu'on arrête, ce qu'on transforme. Et c'est ça, cet exercice, c'est dans ce sens-là où je dis c'est intéressant. On n'a jamais le temps de le faire. Alors évidemment, quand on arrive dans le cadre d'un PSE comme un cheveu sur la soupe, avec ça en plus, là c'est une énorme charge, c'est l'enfer. Surtout que si vous n'impliquez pas, c'est compliqué parce que si vous n'impliquez pas le collaborateur, vous avez une vision un petit peu déformée. Vous avez une vision du manager, très bien. Mais allez impliquer le collaborateur dans la préparation d'un PSE ou d'une infoconsult pour lui dire ton rôle, il fait ça, 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 ça. Et donc demain, il fera plus ça, mais il fera ça, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est pas ton rôle à toi, c'est le poste que tu occupes aujourd'hui. C'est une torture. Oui. Donc, c'est pour ça, c'est même absurde. Donc il faut le gérer en GPEC. C'est la GPEC qui permet de le faire ensuite. Et donc, GPEP. Enfin, moi, c'est le point sur lequel je voulais insister, c'est qu'en réalité, on est dans quelque chose de tout à fait absurde, sachant qu'en plus, quand on prépare la documentation, évidemment, on ne sait pas qui va être concerné et quel est le poste exact qui va être supprimé. Donc, c'est vrai qu'on est dans une espèce d'exigence de l'administration. Là encore, je regrette que Pierre Ramin ne soit pas là, mais je crois qu'il a quand même quelqu'un qui le représente. Hein, donc, j'espère que... Voilà, merci. Et donc, cette histoire de charge de travail... on ne va pas aller voir les intéressés en lui disant « Écoute, je suis peut-être en train d'envisager un PSE. Hein. On n'a pas encore complètement déterminé le périmètre, on n'a pas encore déterminé, mais je voudrais juste voir si supprimer ton poste pourrait vraiment redistribuer toute la charge de travail. Donc, d'abord, rappelle-moi bien précisément ce que tu fais, et puis après, je vais aller regarder à qui je vais le transférer. » Tout ça, on sait que ça n'est pas fait. Et moyennant quoi, après avoir fait ce document lourd, compliqué, on a un expert qui, lui, va aller voir les salariés et qui dit « Non, mais là, c'est le travail prescrit que vous avez décrit. Votre étude repose sur du travail prescrit. Ce qui est important, alors là, c'est le comble du comble, c'est le travail ressenti. Alors là, travail ressenti, ça, je ne sais pas comment on fait exactement pour mesurer le travail ressenti. Et par conséquent, tout ce que vous avez fait n'est pas sérieux et pose des risques présente des risques de troubles psychosociaux importants parce que ceux qui restent vont avoir une charge de travail importante. Et là, je trouve qu'il faut absolument prendre le problème d'une autre manière, alors qui d'ailleurs semble admis un peu par la jurisprudence, parce que j'ai déjà été confronté devant les juridictions administratives à cette situation, c'est-à-dire il faut mettre des comités de suivi, des comités de pilotage, et prévoir des ajustements. Ça a du sens. Qu'on puisse avoir une remontée des collaborateurs une fois qu'on a procédé à la réorganisation pour dire non mais attendez, là c'est trop, et peut-être que vous avez trop, vous n'avez pas dimensionné correctement la réorganisation, ça pour moi ça a du sens. Tous les travaux qu'on fait faire, alors honnêtement on le fait, hein, au cabinet on le fait très souvent pour nos clients, donc je ne peux pas dire que en termes de fonds de commerce, ce soit idéal si on abandonnait cette obligation. Mais objectivement, moi, j'aime bien faire les choses qui ont du sens. J'aime pas faire des choses qui n'ont aucun sens. Et là, je pense qu'en amont, comme ça, étant précisé qu'évidemment, quand même, quand on conçoit une réorganisation, on essaie de la dimensionner. On n'est pas, on ne peut pas non plus être complètement à dire, bon, bah, je vais supprimer 10 postes.
l'intérêt de l'entreprise, c'est quand même que l'organisation fonctionne le lendemain. Hein. Ce n'est pas juste de supprimer des postes. Je pense que ça, c'est une vision qui est effectivement parfois développée, mais qui est assez erronée. L'objectif, c'est que ça marche. Donc, on essaye que ça marche et on essaye de dimensionner en fonction des besoins. Par contre, cette analyse poste à poste, comme le demande la circulaire de l'administration, personnellement, je pense que ça n'a pas de sens. Mais on va passer à ce deuxième sujet, parce que je pense que la transition est bonne pour vous donner la parole, Monsieur Coët, puisque vous, effectivement, ces questions de santé, sécurité dans les entreprises, vous les surveillez au jour le jour, et peut-être que vous pouvez nous dire un peu comment vous fonctionnez sur ce type de sujet. Oui, merci. Effectivement, pour un inspecteur du travail, protéger l'intégrité physique et morale du travailleur, c'est effectivement presque ce qui fait qu'on a fait ce métier-là. Donc, on a vu ce matin que pour le pouvoir de contrôle, on intervenait sur l'ensemble des dispositions du Code du travail. Et on voit que sur le pouvoir de décision, il faut évidemment qu'il y ait une base légale et réglementaire. Donc, il ne peut pas y avoir de décision sans base juridique. Par exemple, une mise en demeure, enfin, voilà, c'est des décisions administratives. À chaque fois, il y a l'autorité qui libère, soit l'inspecteur, soit le DET, soit le DRES, enfin, avec les voies de recours, hein, le recours hiérarchique, le recours contentieux. Quel juge est compétent? Des fois, il peut y avoir des surprises. Et il y avait un auteur qui disait qu'il y avait deux types de décisions. En fait. Il y a la décision qui vient adapter la norme à une situation particulière d'une entreprise ou d'un salarié. C'est le cas des institutions représentatives du personnel, c'est le cas de l'hygiène-sécurité, et puis d'autres décisions qui viennent adapter l'entreprise à une situation économique donnée. Donc là, on en a parlé, hein, PSE et puis RCC, mais aussi la durée du travail. On parlait tout à l'heure des horaires individualisés. Donc l'inspecteur, il vient rendre des décisions. Nous, dans le jargon, on a l'habitude de dire subi ou choisi. Une décision de licenciement qui nous arrive, il va falloir qu'on la traite. Ça, c'est du subi. Et après, le choisi, c'est par exemple créer un C2SCT dans une entreprise de 300 salariés. Ça peut être lire un règlement intérieur et modifier ou enlever une clause. Donc ça, c'est important. Et puis, alors évidemment, on est juriste, hein, donc une décision, c'est une décision écrite avec des visas, des considérants, des voies de recours et puis une décision. Mais quelquefois, on peut être amené à faire des décisions, ce qu'on appelle des décisions informelles. Par exemple, si on est sur un chantier et qu'on a un jeune qui est en hauteur de moins de 18 ans, il suffit de lui dire de descendre. Et là, évidemment, on ne va pas faire une décision écrite. Ou alors, si on est sur un chantier de BTP et qu'il n'y a pas de garde-corps, si les garde-corps sont là mais qui n'ont pas été installés, évidemment, on ne se lance pas inutilement dans des procédures écrites. On demande à l'employeur de régulariser et si on attend, on voit la réalisation et du coup, il n'y a pas de suite. Donc voilà, la décision, elle est formelle de fait, mais des fois, elle peut être informelle. Et en matière de santé, sécurité au travail, donc c'est vrai que ces décisions-là qui sont les décisions d'arrêt de travaux qui sont issues du BTP et qui existent depuis très très longtemps. 3 cas, l'amiante, l'exposition à l'amiante, les chutes de hauteur et puis les risques d'ensevelissement dans les tranchées. Elles ont été accompagnées en 2016 de nouveaux arrêts qui s'appellent des arrêts d'activité. Là, on parlait tout à l'heure de machines et c'est le cas. L'électricité aussi, hein, sur des opérations près de lignes à haute tension ou des pièces nues sous tension. Là, c'est aussi une arme qui est un peu la pervenche qui, avec son carnet à souche, arrête la situation, soustrait le salarié et puis dit à l'employeur, tant qu'il n'y a pas les mesures de protection, le salarié est payé à rien faire. Donc, vous avez intérêt de faire vite. Et en général, ça, c'est quelque chose qui est très réactif. Et pour un inspecteur du travail, ça a du sens parce qu'on voit la réalisation, on a une utilité. Et pour l'employeur, c'est aussi plus il ira vite et plus la situation de travail pourra reprendre. Voilà, je n'avais pas prévu forcément d'être beaucoup plus long. S'il y a aussi, mais je sais que vous en reparlez cet après-midi sur les décisions, notamment l'arrêt d'activité en matière de CMR, donc cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction. Alors là, on est sur un risque qui est diffus. Donc, et la décision actuelle, elle est un peu complexe, je vous l'avoue. Je crois qu'il y a une volonté de Pierre Ramin de la simplifier et de la rendre plus utile. Mais enfin, voilà, c'est en matière d'hygiène-sécurité, le danger grave et imminent, il est facilité. Alors, on peut aller jusqu'à un référé civil. Et dans ces situations-là, c'est assez consensuel. Ça veut dire qu'on peut avoir des employeurs qui viennent nous chercher aussi. J'ai souvenir de dossiers où, dans une entreprise, tous les salariés se mettaient à vomir.
Et l'employeur était le premier embêté en disant « Monsieur l'inspecteur, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas de quel effluent ça vient, qu'est-ce qu'on a comme outil ?» Et donc là, ça renvoie à toutes les mises en demeure de faire, ou les mises en demeure, on en a parlé ce matin, les demandes de vérification. Donc un prélèvement d'atmosphère, ça peut être une demande de vérification d'une installation électrique, ça peut être... voilà, le panel, là aussi, est très très large. Mais évidemment, tout ça est dans le Code du travail, puisqu'encore une fois, il ne peut pas y avoir de décision sans une base légale et une base réglementaire. Alors, je pensais justement aux situations de danger grave et imminent, dans lesquelles, effectivement, à partir du moment où on a lancé l'enquête, s'il y a un accord avec les élus, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas d'accord, on va voir le CSE. S'il n'y a pas d'accord avec le CSE, on informe l'inspection du travail. Je dois dire que j'ai pas très souvent vécu, ça m'est arrivé, mais c'est pas très souvent vécu des décisions de l'inspection du travail à la suite de ce désaccord. Est-ce que vous pouvez dire un peu quelles sont vos grilles de lecture pour prendre une décision, pour éventuellement décider de saisir le tribunal judiciaire? Enfin, D'abord, il y a la définition du danger grave et imminent. Ça, souvent, elle n'est pas la même entre l'employeur, le salarié et quelquefois même l'inspecteur du travail. Moi, j'avais souvent l'habitude de dire aux salariés, le danger grave et imminent, c'est vous avez l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et elle va tomber. Donc, en prenant des exemples d'éléments mobiles en mouvement, ou si on met la main, on va se la faire couper. Voilà, après, voilà. Donc déjà, il fallait mettre le bon curseur au bon endroit. J'ai eu très peu de dossiers où j'ai dû trancher, en fait. Souvent, l'employeur prenait les mesures nécessaires, ni d'aller devant un juge. J'ai envie de dire que sur les questions d'hygiène et sécurité, en règle générale, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente avec l'employeur. mais je crois que le débat se renouvelle. Parce que sur le terrain des risques matériels, physiques, bon, c'est quand même effectivement, je pense que l'employeur, s'il y a un danger, il n'est pas là à discuter. Non, non, il n'y a pas de danger, c'est pas grave, vas-y, mets la main. Il y a très peu de chances que la lame coupe. Bon, ça, je pense que là-dessus, ça n'arrive pas très souvent. Par contre, sur les risques psychosociaux, les tentatives de suicide ou autres, c'est un sujet, pour moi, autrement plus compliqué. Et alors, à titre d'anecdote, il n'y a pas très longtemps, on avait annoncé un projet de fermeture. Un certain nombre de salariés ont commencé à déposer des dangers graves et imminents. Par chance, finalement, le CSE était d'accord avec les mesures qui avaient été prises par l'employeur. Bon, on considérait qu'il n'y avait pas de danger grave et imminent, mais néanmoins, on avait quand même pris un certain nombre de mesures complémentaires. Mais vous voyez que sur le terrain des risques psychosociaux, je pense que le sujet est renouvelé, parce qu'il est beaucoup moins évident. On est face à une situation qui est plus difficile à appréhender. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation. C'est vrai pour les risques psychosociaux. Là, je les classe dans les risques diffus. Ça ne se voit pas forcément et on est tous faits différemment. Mais il y a d'autres risques en hygiène, sécurité qui ne sont pas visibles. Je parle de ce que je connais en agriculture, par exemple, le risque radon dans les champignonnières, les caves à vin ou les caves à fromage, pour faire comprendre à l'employeur qu'il y a un risque, le risque de CO2, le risque radioactif, tous ces risques-là, finalement, nécessitent une évaluation du risque. Et il faut déjà que l'employeur ait connaissance de ce risque pour la mettre dans le document unique d'évaluation des risques. Et ensuite... parce que le radon, par exemple, typiquement, il faut beaucoup de ventilation. Alors c'est facile à dire, mais quand on est dans des caves qui existent depuis toujours, faire baisser les valeurs limites d'exposition, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Oui. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de passer la parole à la salle. Oui, Laurent Thésée, Société Eutelsat. Moi, j'ai bien aimé la vision que vous avez développée sur la charge de travail et l'analyse qui doit être faite, notamment en cas de réorganisation. Il y a juste un point sur lequel je voudrais réagir, c'est que oui, la prévention secondaire, tertiaire, elle est nécessaire et il faut la faire dans tous les projets de réorganisation.
Mais par contre, les experts, et donc l'idée finalement développée de dire je vais mettre en place un comité de suivi, de réorganisation avec les managers concernés, ça c'est effectivement, c'est vraiment un plus qu'un plus, c'est même quasiment un indispensable maintenant. Mais les experts, dans le cadre des expertises qu'ils mènent, demandent la prévention primaire. Et c'est là où il y a toute la difficulté dans le cadre de l'élaboration d'un projet, à arriver à être sur ce sujet-là. Voilà, c'était ma réaction. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on aura du mal à convaincre les experts. Et comme le colloque, c'est l'administration, c'est pour ça que je pensais que cet équilibre qu'il faut trouver, c'est effectivement auprès de l'administration. Parce que, objectivement, hein, quand on voit dans les décisions enfin plutôt dans la préparation des décisions de validation et d'homologation, et parce qu'il y a eu des contentieux sur le sujet, l'administration est effectivement aussi beaucoup plus exigeante sur ce qu'on a préparé, et notamment en termes d'anticipation de la charge de travail. Donc, je dois dire que Je confirme. je renonce à convaincre les experts, mais j'espère convaincre l'administration. Je confirme à 100%, c'est plus important de convaincre l'administration que les experts, qui ne seront de toute façon rarement d'accord avec nous. L'inspection du travail, c'est dès le départ, dès les premières approches de l'inspection du travail sur la réorganisation future, qui aura un impact potentiel sur l'emploi, qui patati. C'est dès le départ qu'on aborde ce sujet-là. Parce qu'on sait qu'à la fin, de toute façon, ils pourront nous coincer, entre guillemets, sur cet aspect-là, si tout le reste est nickel, surtout quand vous avez les moyens de mettre en place une réorganisation. Donc c'est sur cet aspect-là qu'on travaille dès le départ et qu'on rassure ou qu'on explique. Et de toute façon, on y a tous intérêt. C'est la première chose auquel on pense quand on fait une réorganisation qui va avoir un impact sur l'emploi, c'est comment je garde, alors c'est pas cynique, comment je maintiens la santé des collaborateurs pour qu'ils continuent à travailler. Enfin, je vais être cynique, mais c'est... Je ne fais pas une réorganisation, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas de gaieté de cœur. Ça va avoir un impact. Comment je fais pour continuer à produire, que ceux qui doivent partir partent contents, que ceux qui restent continuent à travailler contents. C'est compliqué, hein. Mais dès le départ, on aborde avec l'inspection. Ça fonctionne, oui. Bonjour Marie de l'autre avocat. Moi, j'ai vu un petit peu à contre-courant sur l'aspect de la charge de travail qui est appréciée lors des réorganisations, puisqu'en fait, j'ai pu observer que parfois, quand l'employeur avait pris sa décision d'engager la réorganisation, il fallait toujours aller très vite, toujours plus vite, parce qu'il faut rentrer dans l'opérationnel. Et donc, l'aspect santé, sécurité, conditions de travail, appréciation de la charge de travail pendant la réorganisation et après, était passé à la balayette en se disant on verra plus tard. Sauf qu'après, quand on engage la phase de négociation et de consultation avec le CSE, les DS, etc., les élus nous posent la question, mais alors comment on va faire pendant, comment on va faire après? Et là, la direction, parfois, il y avait des blancs. Parce qu'on n'avait pas assez réfléchi et les organigrammes n'étaient même pas correctement finalisés. Donc nous, en tant que conseil, on se retrouvait dans une certaine difficulté quand même de dire finalement, on va peut-être allonger les délais d'information-consultation parce qu'on n'est pas prêt. Et on n'était pas prêt, et donc ça prenait du temps. Et finalement, moi, je me dis, il vaut mieux, tout à l'heure, vous parliez de la préparation, de la réorganisation et des fondations. Donc, les fondations, c'est certes les chiffres éco, mais c'est aussi la charge de travail. Et donc, quand on prend bien le temps de réfléchir avant à la charge de travail du pendant et de l'après, ça roule beaucoup mieux pour la suite et ça met la direction dans une position plus forte vis-à-vis de ses élus, puisque les élus vont dire, voilà, on est entre de bonnes mains, on est drivé et on a une vision d'avenir, sans penser forcément à la GEPP, etc. Mais on est quand même dans une vision rassurante, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant.
Voilà. Et sur le contrôle de l'administration, moi je trouve que le contrôle, il est quand même proportionné à la taille de l'entreprise et aux moyens de l'entreprise. Et quand on a fait les choses relativement sérieusement, sans forcément avoir recours à un expert qui va prendre 50 000 euros, et ben on y arrive quand on prend le temps, sérieusement, de se poser sur la charge de travail et d'avoir quelque chose qui tient la route et qui est approuvé par la direction du travail. Voilà. Non, mais moi, je ne peux pas être en désaccord avec ce que vous dites. Il est vrai qu'on a vécu des réorganisations où les choses étaient très mal pensées au départ et où, par conséquent, effectivement, s'intéresser à la cohérence du projet qu'on présente et prendre éventuellement le temps, effectivement, de s'interroger sur cette question de la cohérence et de du caractère viable de ce qu'on présente. Loin de moi l'idée de dire que je soutiens que c'est inutile. C'est pas mon point. Mon point, c'est plus le niveau de granularité et l'exigence poste à poste qui me paraissent, pour le coup, totalement irréalistes. Et ne serait-ce que parce qu'en plus, on ne sait pas quels sont exactement les postes qui sont, et particulièrement pour les cadres, on ne sait pas exactement les postes occupés qui vont être véritablement supprimés. On connaît les types de postes qui vont être supprimés. On sait que ces gens-là vont appartenir à une catégorie professionnelle, mais on ne connaît pas nommément qui va partir. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il faut effectivement préparer son dossier, s'organiser avant, examiner les critiques qui vont pouvoir être faites, bien sûr, mais il faut garder un caractère raisonnable, mesuré à l'analyse. Et là, je ne pense pas que vous pourrez être en désaccord avec une position comme celle-là. Dominique Olivier du groupe Bosch, 60% de l'activité dans l'automobile. On subit des restructurations depuis plusieurs années. Et depuis ces dernières années, ce que je constate, la dernière en date, c'est une fermeture de site. L'administration du travail force, je dis bien force, énormément pour qu'on obtienne un accord signé. Donc une validation de sa part. Avec, je pense, une peur de leur part que si on va sur une décision de l'employeur, l'homologation ensuite soit contestée et aille au tribunal administratif. Ce n'est pas simplement une région, hein, c'est plusieurs régions où j'ai eu ces échanges avec l'administration et je voudrais avoir votre regard. Et dans ce cas-là, ils nous forcent le bras sur le livre 4 en disant, quand vous fermez une usine, vous la fermez en sifflet, vous la fermez sur 6 mois, vous la fermez sur 1 an. Et donc, qu'est-ce qu'on met en prévention dans les 9 mois qui vont venir, etc., etc. Et ils arrivent à mettre une pression, bien sûr, soutenue par les représentants du personnel. Ils jouent leur jeu, mais pour éviter et qu'on aille de fait sur un accord signé. En fin de compte, ça s'est fini par une prime de fermeture, alors qu'un groupe comme le nôtre met déjà des accompagnements qui sont conséquents. Je ne sais pas si mon regard est faussé ou si c'est une réaction de la part des administrations du travail qui ont un peu le syndrome du tribunal administratif. Je vous donne la parole. Oui, je pourrais donner mon ressenti, mais... Moi, je vais donner le mien. D'abord, vous dire qu'il y a des inspecteurs du travail qui sont... Oui, c'est bien ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que l'inspecteur du travail en section, lui, il va gérer les salariés protégés. Donc, on est presque au bout de la chaîne, voire la commission de suivi. Mais pour mes collègues qui sont aussi inspecteurs du travail, mais pas en section, qui instruisent des PSE toute la journée, hein, ils sont sédentaires et pas itinérants, on est quand même formé avec l'idée qu'il faut promouvoir le dialogue social. Ça, c'est un axe fort de la DGT. Hein, ça veut dire d'abord les partenaires sociaux et à défaut l'administration. Donc, on est quand même biberonné à ça. Après, je ne sais pas s'il y a la peur d'un recours administratif, mais ça fait partie du jeu. Enfin, à partir du moment où vous êtes une administration, vous prenez une décision avec quelqu'un qui sera content et quelqu'un qui sera mécontent, avec toujours les voies de recours qui sont ouvertes. Et donc ça, c'est normal. Mais en tout cas, et on a aussi toujours cette petite musique qu'il faut peut-être un mauvais accord plutôt qu'un bon procès. Et donc, on est vraiment sur cette ligne-là, et ça fait quelques années que ça dure. On promeut le dialogue social. Et c'est vraiment un axe fort de la DGT. Pierre Ramin n'est plus là pour le dire, mais je le dis à sa place. Oui. Et Dominique, je voudrais compléter. Il m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, que ce soit aussi l'administration du travail qui modère
les représentants des organisations syndicales pour que nous obtenions au final un accord. C'est pas que à la hausse pour l'employeur. Ça arrive dans les deux sens aussi. Bon, après, dans la pharma, on est un peu plus élevé. Mais moi, je vis exactement le même type de situation, mais je n'ai pas la même réserve. C'est-à-dire que moi aussi, en tant que conseil, je préfère infiniment un accord. Pour deux raisons. La première, la sécurité juridique. La deuxième, qui est peut-être un peu plus de fond, c'est que quand vous avez un accord, vous avez un climat qui devient beaucoup plus apaisé, beaucoup plus propice au reclassement réel, à l'effectivité de l'antenne reclassement, etc., etc. Donc il y a un vrai plus à l'accord. Mais vous avez raison, l'administration, de toute évidence, doit favoriser le dialogue social et en plus n'aime pas les contentieux. Et c'est vrai que s'il y a deux sujets sur lesquels on est maintenant systématiquement très challengé, c'est parce qu'il y a eu des décisions d'annulation sur ces thèmes. Vous voyez, par exemple, je vais donner un autre exemple où on n'est finalement pas très challengé, c'est sur la conformité du plan aux moyens du groupe. On sait que cette expression de proportionnalité entre les moyens du groupe et la nature des mesures présentées, c'est quand même un peu vague comme notion. On ne peut pas dire que l'administration est poussée sur ce sujet-là. Elle fait parfois quelques recommandations en disant congé de reclassement, peut-être un peu plus, peut-être faire une OVE de plus pour les plus de 50 ans, etc., etc. Mais enfin, ça ne présente pas du tout le même niveau d'approfondissement et de contestation que sur l'examen de la charge de travail. Et la raison, c'est parce que ça n'a jamais été un motif d'annulation d'une décision de l'administration, cette question des moyens du groupe, sauf évidemment quand on s'est trompé sur le périmètre du groupe analysé. Et encore, maintenant, vous avez vu que le Conseil d'État avait dit, bon, même si dans la décision, ils ont dit c'est conforme aux moyens de la société française, si on peut voir qu'ils ont regardé les moyens du groupe étranger en même temps, c'est pas parce que c'est mis par erreur sur la société française que pour autant vous devez considérer que la décision doit être annulée. Donc, vous voyez, je pense que les centres d'intérêt de l'administration sont évidemment sur les sujets qui ont donné lieu à contentieux.